Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Tulip. Tulip, c'est mon prochain jeu en tant qu'auteur qui arrive en avant-première au Festival de Cannes. Venez le tester au stand 08.12, il sort chez les Tontons Joueurs et dans cette vidéo, je vais reparcourir avec vous toute son histoire du prototype à l'édition. Alors évidemment, au départ, Tulip ne s'appelle pas Tulip, les mécaniques de jeu ne sont pas exactement les mêmes, mais il y a de nombreuses choses qui sont restées au fur et à mesure de son évolution. Tout commence lors de la Game Jam numéro 5 durant le confinement, organisée par Do It Your Game, où l'objectif était de créer un jeu print and play avec une contrainte particulière qui était de devoir intégrer un système d'enchères hollandaise. Alors évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller se renseigner sur ce qu'est l'enchère hollandaise et essentiellement ce qu'on apprend, une des premières choses qu'on peut apprendre, eh bien c'est que c'est une mise aux enchères où on commence avec un prix très élevé et où au fur et à mesure la valeur du prix va descendre. Et que ce type d'enchère, c'est intéressant pour la suite de notre histoire, eh bien c'est une méthode utilisée dans la bourse aux fleurs de Pays-Bas. Vous commencez peut-être à avoir des liens avec la tulipe. Mais à l'époque, moi, eh bien, on est en été, je crée un jeu autour de cette thématique-là qui s'appelle Splash, cet été, on va pas se mouiller, avec vraiment cette mécanique d'enchère hollandaise où il fallait justement essayer de le plus rapidement possible acheter des cartes, mais attention, il fallait pas les acheter trop fort, trop cher, il fallait essayer de s'organiser autour du fait que chaque joueur à son tour allait devoir mettre une carte devant lui aux enchères. Les autres joueurs, eux, de leur côté, eh bien, ils devaient s'organiser pour essayer d'arrêter le score au bon moment, c'est-à-dire l'acheter à un meilleur prix que le prix de base auquel la carte était proposée. Je sais que ça peut paraître un peu compliqué, mais essentiellement ça fonctionnait basiquement, je joue une carte, les autres réagissent et essayent de l'acheter au meilleur moment, je commence avec un chiffre élevé et je dois aller dans le sens inverse pour vraiment mettre en avant tout ce principe d'enchère hollandaise, et une fois que le score est arrêté, eh bien il y avait cette phase d'achat où je devais payer à un autre joueur la somme à laquelle je lui avais acheté simplement ma carte. Bon, tout ça n'est pas hyper méga clair. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'évolution. On avait un système avec 3 cartes actions qui pouvaient se faire vendre. On avait un système de gouttes qui représentait un petit peu les points de victoire en fin de partie. Et les règles, elles tenaient en une page et demie avec différentes phases de jeu, différentes cartes qui sont distribuées, une fin de partie lorsqu'il n'y avait plus de cartes dans la pioche. À l'époque, eh bien, le jeu remporte un grand succès. Il y a eu 277 votes lors de la Game Jam. J'ai participé au concours final. Et à la suite de ça, moi j'ai décidé de continuer à travailler sur ce jeu-là, de le peaufiner un petit peu pour ensuite aller le présenter à des maisons d'édition. Je l'ai présenté à plusieurs maisons d'édition qui étaient intéressées, mais au final, pour X, Y ou Z raison, ça n'allait pas plus loin. Je lui laisse un petit peu de temps à ce petit jeu Splash que moi j'appréciais beaucoup, et j'avoue que j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Je comprenais pas obligatoirement pourquoi est-ce qu'une maison d'édition n'était pas intéressée par ce jeu, dans le sens où il était rapide, efficace, il provoquait normalement un peu de fun, ou en tout cas en termes de sensations, je trouvais que c'était chouette ce qui se passait. Il y avait sans doute encore du boulot à faire sur le jeu, mais c'était un boulot éditorial essentiellement que moi j'avais l'impression qu'il fallait encore faire à ce moment-là. Néanmoins, les retours étaient pas négatifs, et moi je continue à le présenter, à l'avoir un petit peu dans ma besace avec moi quand je rencontrais un éditeur. On avance un peu dans le temps, je ne trouve pas d'éditeur, je continue à le faire jouer, je continue à le peaufiner, à améliorer différentes phases, notamment la phase d'enchère qui n'était pas toujours extrêmement facile à comprendre, et je l'améliore jusqu'à changer même pas mal de petites choses dans le jeu, notamment en termes de design. Vous voyez, j'avais un petit peu retravaillé le design, mais surtout, j'avais installé un système de vote où en fait il fallait déterminer à quel prix on voulait acheter une carte avant même que avant même qu'on commence le décompte. J'avais aussi rajouté un système où il y avait une carte qui était face visible, une carte qui était face cachée. Bref, je m'étais amusé un petit peu à travailler sur plein de systèmes différents d'enchères où on mettait une carte face visible qui est celle pour laquelle on est en train de se battre pour l'acheter, une carte qui est face cachée, une carte qui était défaussée, et donc le premier joueur, celui qui avait ces 3 cartes là en main, il avait un choix à faire. On ajoutait donc de la profondeur stratégique dans ce système là, et puis après nous en tant que joueurs on devait mettre une carte qui était face cachée en se disant moi ce lot de cartes là je suis prêt à l'acheter pour 2, pour 3, pour 4, puis de nouveau système d'enchères hollandaise, on commence tout en haut, 10, 9, 8, 7, et au fur et à mesure on descend jusqu'à un moment où on arrive à un chiffre
chiffre où un joueur l'a mis. Le premier joueur qui a mis ce chiffre-là le retourne et achète la carte. Les autres joueurs perdaient parfois l'argent qu'ils avaient mis ou le récupéraient. Bref, il y avait tout un système comme celui-là qui fonctionnait beaucoup mieux, il y avait des meilleures sensations dans le jeu, on retrouvait vraiment cette essence d'un truc qui descend, avec cette thématique qui était pour l'instant encore à l'heure actuelle une thématique qui n'est pas extrêmement forte, c'était vraiment une thématique très générique, et je suis reparti à la recherche d'un éditeur. De nouveau, pas de réussite, en tout cas pas de signature, mais un meilleur travail avec les éditeurs dans le sens où on passait souvent l'étape de tiens, ils veulent récupérer un prototype, ils ont envie d'y jouer, après y avoir joué, parfois il y avait même des super chouettes discussions d'aller-retour de tiens, comment est-ce qu'on pourrait améliorer le jeu, et moi j'étais toujours très ouvert, je suis toujours très ouvert à changer mes jeux, à les retravailler à partir du moment où on est un peu dans une discussion intéressante avec les éditeurs, mais aucune signature. Moi, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, j'ai la chance d'avoir d'autres jeux qui sortent et d'autres jeux qui sont signés. Donc, ce qui se passe, moi, j'avoue, eh bien, c'est que je laisse un petit peu de côté. Et parfois, c'est pas plus mal de laisser un petit jeu de côté, simplement pour le laisser respirer et laisser notre esprit créatif aussi un petit peu l'oublier. Je l'oublie, et puis après, c'est quelque chose comme 6 mois d'oubli où je travaille sur d'autres prototypes. J'avais notamment un autre prototype où on avait un système aussi de points descendants. Donc je me dis, tiens, j'ai un prototype qui est comme ça, et ça me fait penser à un de mes anciens jeux. Et donc je me dis, je vais retourner voir cet ancien jeu-là, et c'était surtout à la suite d'une discussion avec une maison d'édition qui cherchait un jeu de cartes familial accessible, et là tout de suite ça a réveillé en moi mon esprit en mode, mais tiens, j'avais ce jeu-là, peut-être que cette maison d'édition, maintenant le temps a passé, et elle pourrait être intéressée par Splash, donc on est toujours sur Splash à l'époque. Sauf que moi je me dis, tiens, Splash c'est bien sympa, je le présente à la maison d'édition, elle apprécie beaucoup, mais encore une fois, on veut pas aller obligatoirement plus loin, on commence à travailler un petit peu sur des idées de modification, et de l'autre côté, je vous dis, j'ai mon autre jeu qui a pas encore de thématique, c'est plutôt des mécaniques que je voudrais mettre en place dans un de mes jeux, et je ne trouve pas obligatoirement où l'intégrer. Et donc, toute cette rencontre-là, ça amène au fait qu'à un moment, je me dis, attends, j'ai envie de retravailler sur Splash, mais on va le retravailler en se disant, on va redémarrer pas à zéro, mais un petit peu, d'une certaine manière. C'est-à-dire, on va essayer de garder l'essence, un truc mais accepter qu'on s'éloigne peut-être de l'enchère hollandaise, ou en tout cas spécifiquement, accepter qu'on s'éloigne de la thématique aussi, complètement, même si elle était générique, juste redémarrer à zéro en disant, mais qu'est-ce que j'aimais bien dans ce jeu? Ce que j'aimais bien dans ce jeu, et là, ça prend un peu de temps de réflexion, c'était, j'aime bien le fait qu'il y ait un truc qui descende jusqu'à arriver à zéro, et zéro, boum, la carte, elle est perdue. Ça c'est quelque chose que j'apprécie. Ce que j'apprécie aussi, c'était les interactions entre les joueurs, étant donné que tout le monde est toujours actif dans ce qui est en train de se passer, vu qu'il y a un système qui est en train de faire descendre les scores. De là, je me dis, écoute, c'est intéressant, on va retravailler un petit peu sur le jeu et retourner voir ce que ça voulait vraiment dire enchère hollandaise. Donc, je reprends un petit peu ma définition de l'enchère hollandaise. On parle d'un type d'enchère qui est une méthode utilisée lors de la bourse aux fleurs des Pays-Bas. Et là, je commence à me renseigner un petit peu sur l'histoire de cette bourse aux fleurs, sur comment est-ce que ça fonctionne, et je tombe sur la tulipomanie. La tulipomanie, qui justement était un engouement pour les tulipes à l'époque. On parle de bulles spéculatives, ça c'est intéressant, on parle d'un peu d'un côté marché boursier, on parle d'un système d'offres et de vente de bulles qui se négociaient à des montants parfois extrêmement élevés, parfois extrêmement faibles, parce que justement cette bulle elle a explosé et elle a fait descendre le prix, et où la bulle et la tulipomanie c'était aussi un petit peu ce système où carrément la tulipe elle est devenue un article symbole de luxe. Et là je me suis dit waouh, hyper intéressant, parce qu'il y a vraiment le principe de la spéculation avec une hausse de prix, puis boum, une grande baisse de prix. Ça peut être intéressant, ça fait un peu partie de la mécanique que je voulais essayer de retravailler autour de cette enchère hollandaise, et je me suis dit, mais en fait, il y a sans doute quelque chose à faire avec ce système-là, où on pourrait démarrer avec des tulipes, mettre en avant le système d'offres et de demande, la loi de l'offre et de la demande, qui je trouve est une mécanique qui est intéressante, que j'avais un petit peu et que j'arrivais pas à intégrer. On va l'intégrer dans mon jeu Splash, un système d'offre et de demande, on va rethématiser tout le truc avec des tulipes, et donc je fais énormément de recherches autour de la tulipe. Je découvre par exemple que la tulipe noire, c'est une tulipe qui est extrêmement difficile à trouver. Je me dis tiens, ça peut être intéressant dans le jeu si c'est une tulipe qui a une certaine valeur. Vous allez voir, on va en parler plus tard. Je regarde les différentes couleurs de tulipes, je me renseigne un petit peu sur leur existence. Donc voilà, je fais un petit peu une étude historique
L'idée n'était pas du tout de faire un jeu expert à aucun moment, mais j'aimais le principe que thématiquement parlant, il y avait une logique par rapport à ce que mécaniquement parlant on allait faire dans le jeu. J'aimais qu'il y avait une certaine logique tout en voulant rendre le jeu familial et donc accepter que c'est pas exactement une bulle spéculative, c'est pas exactement une enchère hollandaise, c'est pas exactement un système parfaitement de tulipomanie, mais c'était essayer de représenter un peu ce qui a pu se passer à l'époque dans une thématique qui est, il me semble, assez quand même générique. Des tulipes, ça peut plaire à tout le monde. Donc on commence à retravailler un petit peu là-dessus. Et en reprenant des idées de splash, des informations que j'ai retrouvées aussi autour de cette mécanique enchère hollandaise, tulipomanie, je trouve un nouveau nom de jeu qui s'appelle Tulipmania. Oui, je sais, c'est incroyable, Tulipmania, vraiment parfait. Et on retravaille sur un design de jeu qui est vraiment complètement différent, où là, on a un système de tulipes, on a un système avec des cartes actions. On peut voir que j'ai repris des trucs de Splash où il y avait un système d'action, d'échange, etc. Donc j'ai repris des trucs de Splash, mais je les ai réintégrés avec un système, on va dire plus que d'enchères hollandaises, c'était plus un système de descente, de bulles spéculatives mais qui descend. On a ce petit système de tulipes noires qui a une valeur supplémentaire, et aussi on a un système de valeur. Faut voir que là, je vous montre quand même une version qui a évolué. Il y a d'abord un système où il y avait des florins qu'on devait gagner dans son portefeuille. C'est pas resté très très longtemps, donc je vous le montre pas plus que ça. C'est un peu, je vous fais un petit jump dans le temps, parce que dans ce jump dans le temps, c'est essentiellement des allers, des retours de petits tests, mais autour de la même mécanique, on est resté là-dessus. Et on arrive avec nos premières règles de Tulipomania, et on peut voir aussi que en termes de structure de règles, on a aussi ce même système avec, vous voyez, les 3 pouvoirs. Dans les règles de Splash, Print and Play, on avait aussi notre système avec les 3 pouvoirs. On a un système qui est plus vraiment une phase d'enchère, mais une phase où en fait on va jouer des cartes qui vont faire baisser la valeur du marché. Et donc, qui dit baisser la valeur du marché, dit potentiellement crack, dit bulle spéculative, et dit, en fait, la sensation que je voulais créer avec ce système d'enchères hollandaises où au fur et à mesure du temps, la valeur des choses baisse et il faut savoir l'acheter au bon moment. Ici, dans le jeu, on ne l'achète pas au bon moment, on essaye plutôt de les collectionner. C'est là où est venu le système de collection que j'appelle de la collection inversée, dans le sens où vous allez collectionner des cartes, mais qui au fur et à mesure de la partie vont perdre de la valeur. Alors qu'habituellement, dans un jeu de collection, plus vous collectionnez des cartes, plus celles-ci vont vous rapporter des points de victoire, ou vous faire des effets de combo, ou des effets de moteur. Ici, toutes les cartes que vous allez collectionner, essentiellement, vous fait faire perdre de la valeur, mais en même temps, vous êtes obligé d'en collectionner, puisque c'est le principe du jeu. Et c'est armé de cette nouvelle mécanique de jeu que je fais tester, retester, retester, retester. Je trouve que thématiquement, il y a un petit truc sympa où j'avais mis la fièvre de la tulipe vous a emparé. À chaque tour, jouez une carte de votre main. Si c'est une tulipe, faites baisser sa valeur. La loi de l'offre et la demande est impitoyable. Tentez de remporter un maximum de florins en jouant les bonnes cartes au bon moment. J'étais assez fier d'avoir un petit pitch comme celui-là, parce que je trouvais que c'était intéressant de travailler autour de ce pitch-là, de 2 à 6 joueurs, 10 à 20 minutes, et vraiment reprendre tout ce que j'aimais dans Splash, de l'interaction, un système pas d'enchère hollandaise mais un petit peu de marché descendant, avec une thématique qui fonctionne bien, et cette thématique qui mécaniquement a de la logique dans ce qu'on est en train de faire. Un déroulement de partie extrêmement accessible, et ce jeu là, je me dis let's go Quentin, c'est parti, il faut l'envoyer. Vous voyez que même dans les possibilités de développement, j'avais écrit on pourrait changer le thème, on pourrait ajouter des variantes plus longues avec 4 tulipes noires et 4 crack. Vous allez voir qu'on va en reparler là-dessus, puisque c'est au final ce qu'on a décidé de faire, et parfois j'aime bien envoyer à des maisons d'édition des réflexions autour du jeu sur le fait que moi je suis tout à fait prêt de retravailler dessus. J'envoie ce jeu à différentes maisons d'édition après l'avoir testé, retesté, refait un print and play, réécrit un petit peu les règles, fait quelques petits changements. Je me dis let's go, maintenant je suis arrivé à un stade où franchement ce jeu il marche bien. Quand je le fais jouer avec les gens, ça marche vraiment, c'est super sympa ce qui est en train de se passer, il y a des bonnes sensations, donc c'est un bon moment pour le présenter à une maison d'édition. Je l'envoie à plusieurs maisons d'édition et il y en a une en l'occurrence qui me répond, qui est les tontons joueurs dont on va parler maintenant. Les tontons joueurs me répondent, ils me demandent de leur envoyer un print and play, donc je leur envoie, j'avais envoyé une vidéo des règles, etc. Ils testent le jeu, ils me renvoient un retour qui m'a vraiment fait énormément plaisir. Le petit mail, je m'en souviendrai toujours, parce que vraiment, ce qui était intéressant, c'était leur manière de me dire mais waouh, on a adoré le jeu auquel on a joué, on a vraiment apprécié les mécaniques de celui-ci, et je me souviens vraiment que dans le mail, ils écrivaient clairement des retours autour du jeu, et les retours qu'il y avait autour du jeu, eh bien c'était vraiment un truc hyper intéressant sur
sur le fait que je voyais qu'ils y avaient joué et qu'ils avaient bien compris un petit peu tout ce que je voulais dégager dans ce jeu. Et qui avait bien compris? Tony, Alain, qu'on vous présentera et que je vais vous présenter au fur et à mesure peut-être un petit peu de cette vidéo. Et donc ils me répondent qu'eux, ils sont vraiment intéressés de faire le jeu. Donc moi je réagis avec eux en leur disant ben, moi aussi je suis très intéressé. On fait une première rencontre en visio, on discute un petit peu ensemble, on échange, parce que ben, eux ils étaient intéressés de le signer, donc j'étais en mode bah, let's go, trop cool, c'est génial, une maison d'édition qui a envie d'avancer avec moi. On discute un petit peu ensemble, et ce qui était très rigolo, c'est que dans la discussion, ils me disent on adore le jeu, franchement, il nous plaît énormément, mais il y a un truc qui nous dérange potentiellement et qu'on pense qu'on pourrait retravailler, c'est que quand on arrive à 0, ben voilà, c'est foutu, le reste des cartes, elles ne vaut plus rien. Là, moi, je les regarde et je fais, tiens, c'est intéressant ce que vous me dites là, mais c'est quoi exactement que vous voulez dire par là? Parce que moi, personnellement, dans les règles que j'ai écrites, j'ai pas l'impression qu'il y a ce système-là. J'ai l'impression d'avoir écrit quelque chose et je sais que, enfin, moi, ils me mettent le doute à ce moment-là. Je me dis, tiens, c'est étrange. Moi, il me semble qu'avoir écrit quelque chose de différent dans mes règles de jeu, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas joué de la même manière. Donc, on discute un petit peu ensemble, et là, je me rends compte qu'ils ne jouent pas de la même manière que moi sur cette valeur de marché spécifiquement. Donc, je leur dis, attendez, on va aller relire la règle. Et donc, ce qui est très rigolo, c'est qu'en relisant la règle, je leur explique comment moi, je joue la chose. Et la chose, le principe, c'est que quand votre tulipe, la valeur d'une couleur d'une tulipe arrive à 0, on déclenche un crack, toutes les tulipes sont défaussées. Mais par contre, du coup, comme tout est défaussé, loi de l'offre et de la demande, je leur explique, si quelqu'un rejoue une tulipe de cette couleur-là, il relance l'offre et la demande sur cette couleur, et donc, par exemple, la tulipe rose, ben, si je la rejoue et qu'il n'y en a pas sur le jeu, elle va valoir 5 d'un coup. Pourquoi? Parce que ben, justement, il n'y en a plus qu'une seule en jeu. Donc, on relance un deuxième cycle, une deuxième bulle potentiellement spéculative autour de cette tulipe. Et là, je pense que c'est Alain qui fait « Oh, waouh, ça c'est cool !» Et tout de suite, il capte ce que je propose dans le jeu. Déjà, il dit « Bah, on n'avait pas pensé comme ça. » Et je me souviens qu'il a dit « T'as dû réfléchir... » Je me souviens qu'il m'a posé une question en mode « T'as réfléchi longtemps pour arriver à ça ?» Et vraiment, c'est vrai que je l'ai regardé, je fais « Ouais, effectivement, il a fallu beaucoup de tests pour arriver à trouver... » Alors, ça peut vous paraître basique, ça peut vous paraître simple, un système de boucle comme ça, qui recommence. Oui, et ça existe dans plein de jeux, je dis pas l'inverse. Simplement, bah, moi, j'avoue que ce système de boucle, bah, je l'avais pas obligatoirement, je l'avais pas tilté, et puis, bah, que quand moi, je m'en suis souvenu, ou qu'en tout cas, je l'ai intégré dans le jeu, j'ai trouvé que c'était intelligent, smart, comme on pourrait dire en mode « Ah mais tiens, ça permet de relancer », et statistiquement parlant, alors là, je vous parle de stats, hein, désolé, c'était équilibré dans le jeu, c'est-à-dire que vous avez différents paliers, donc vous avez différents crans aux différentes cartes tulipes. Je me dis que vous montrer c'est plus clair, donc ça c'est les valeurs. Vous avez différents crans, et donc en fait vous aviez 7 exemples de tulipes, parce que la tulipe elle démarre à 0, puis on la joue une première, ça fait 1, 2, 3, 4... La quatrième qu'on joue va déclencher un crash, et du coup on pouvait rejouer 5, 6, 7, on pouvait en rejouer un deuxième cycle, sans pour autant pouvoir déclencher un deuxième crack dans la tulipe. Et ça a l'air de rien, mais ma volonté de base, c'était que hors carte action potentielle, parce qu'évidemment il y a des cartes action, c'était qu'on ne puisse pas déclencher 2 cracks boursiers dans la même couleur de tulipe, et que justement quand il y a eu un premier crack et une première défausse d'une couleur, eh bien il était tout à fait possible de jouer une deuxième carte, il était tout à fait possible de relancer la production, on va dire, de ces tulipes là, mais surtout qu'il n'était pas possible de redéclencher un crack sans action spécifique, ce qui permettait un peu une sécurité, un peu de stratégie autour du fait que cette couleur là elle n'était pas protégée, mais un petit peu d'une certaine manière, en tout cas, elle allait perdre moins de valeur. Bon, je m'étale évidemment dans cette vidéo autour de cette rencontre, mais parce que cette rencontre, elle a amené beaucoup de choses positives. Déjà, une rencontre humaine où, même si c'est en visio, je me dis « Ah, ces personnes-là, je les aime vraiment beaucoup, elles sont super chouettes, on rigole ensemble, elles ont des vraies réflexions intéressantes sur le jeu et elles veulent bosser dessus. » Donc, on signe un contrat ensemble, on commence à bosser sur le jeu, sur ses règles et sur les prototypes, et c'est assez rapidement que c'est Alain qui dit « Il faudrait qu'on se voit. » Et alors là, ni une ni deux, bah oui, c'est vrai que ce serait trop cool. Et histoire encore un peu folle, mais moi c'est ça que j'adore dans le monde du jeu de société, c'est ce genre d'histoire qui me porte et qui me donne envie de continuer à être auteur de jeu. C'est que, en fait, ils habitent assez loin, moi j'habite à Bruxelles, eux ils habitent en France mais assez loin, et que c'est Alain qui fait viens chez nous. Je fais ouais, c'est quand même un poil loin en termes de déplacement, je me dis pourquoi pas, est-ce qu'on peut pas trouver une solution? Et en fait, de discussion en discussion, après plusieurs visios, et on avance un petit peu sur le jeu, et on voulait juste se voir pour un peu peaufiner les derniers détails, parce que évidemment il y a des petites choses qui ont changé entre temps, notamment le système où on était à 4
crack et 4 tulipes noires parce qu'on voulait pouvoir monter à 6 joueurs et avoir une temps de partie qui soit pas trop rapide, et donc on a augmenté aussi le nombre de cartes en main. C'est de petits détails en petits détails qui ont amené beaucoup de choses positives sur la profondeur du jeu et sur des sensations de jeu qui étaient meilleures, et tout ça on s'est dit ok, mais il faut qu'on se voit pour tester une fois ensemble. Ni une ni deux, eh bien c'est Alain qui a réservé un Airbnb au milieu, donc au milieu de la France, perdu, dans un coin perdu que ni moi ni eux on connaît. Simplement c'était plus ou moins, il me semble, à 4 heures de route de moi, 4 heures de route de eux, ou 3h30 peut-être. Et donc je fais mes 4 heures de route sur un week-end complètement lambda, eux aussi sur un week-end complètement lambda, le samedi matin on fait la route, et je les rencontre. C'est toujours un peu stressant parce que physiquement parlant, j'ai jamais vu ces personnes-là. Là je viens de partir un week-end avec eux, alors que je les connais pas plus que ça, à part par des visios, pour bosser sur un jeu dans un endroit que je connais pas. Bon, sur un jeu que je connais, heureusement, c'est ça qui nous ressemble. Direct, on se fait la bise, on se dit bonjour, ça fait plaisir, on rigole bien ensemble et on se met à jouer au jeu et peut-être, j'avoue, boire une bonne petite bière parce qu'il n'y a rien à faire. Je suis un Belge et ça fait toujours plaisir de partager une petite bière avec des nouveaux amis au final, hein. Et donc c'est super rigolo et c'est tout bête ce que je vais vous dire, mais moi j'aime bien dormir dans ma chambre de mon côté. Il avait loué un super beau Airbnb, chacun avait sa chambre, l'endroit était magnifique, la petite ville, le petit village, la petite ville, c'était trop cool. On a été faire un petit tour ensemble, on s'est posé, on a mangé une glace le soir et on a énormément joué à Tulip, hein. Je vous rassure, on n'a pas fait que boire, manger et se balader, mais cette sensation elle est très étrange comme feeling de rencontrer des gens pour la première fois, jouer à Tulip, s'amuser, prendre vraiment énormément de plaisir à créer, à réfléchir, à peaufiner des rails, à tester d'une certaine manière. On a aussi beaucoup discuté sur le design que vous avez pu voir là maintenant et que vous avez vu qui a évolué. Bon d'accord, j'avoue, on a été reboire mais regardez, il y avait un petit soleil là-bas, on a même eu droit à un concert, ce qui était incroyable. On a même eu droit à un concert qui était absolument pas prévu le soir. On se pose en terrasse, on est en train de jouer. Enfin, c'est complètement absurde et en même temps génialissime parce que c'est durant ce week-end-là qu'on a vraiment pu peaufiner des trucs. On peaufine tous des trucs le soir et on se dit on dort dessus, demain matin on reteste une dernière fois. On a retesté une deuxième fois le matin pour vérifier un petit peu, notamment à 2 joueurs. On a ajouté un système où on démarre avec des cartes déjà présentes sur la partie pour essayer de déclencher quelque chose qui soit beaucoup plus dynamique et où on est direct dans le jeu, où il n'y a pas une première phase où chacun va jouer une carte. Donc ça a été ajouté. On a testé à 2 joueurs, à 3 joueurs, à 4 joueurs. On a même été faire tester ensuite après ce week-end-là à 6 joueurs, à 5 joueurs. Donc on a vraiment testé dans les différentes configurations pour voir que ça fonctionne tout aussi bien à 2 qu'à 6 joueurs et que en termes de sensation de jeu et d'interaction, c'est très très proche. Alors oui, à 2 joueurs, ça va être peut-être un poil plus stratégique parce que c'est un jeu de ping-pong, hein, c'est du tac au tac. Je joue une carte, tu joues une carte, tu fais monter, tu fais baisser et vous allez plus vous diversifier. Tandis qu'à 6 joueurs, c'est un peu plus chaotique. Alors je mets le chaotique dans le bon côté des choses, mais où il y a beaucoup plus d'interaction et il faut vraiment regarder ce que les autres jouent pour essayer de se stocker des cartes dans la bonne couleur ou de se créer une collection de cartes dans le bon endroit pour arriver à marquer un maximum de points. On en est arrivé à rédiger les règles, retravailler un petit peu le design évidemment, hein, on est sur des règles de jeu complètes, mais vous voyez qu'on garde toujours un même système avec les différentes cartes d'action, un système de crack, un système de fin de partie avec un comptage de points assez facile. On a testé différentes formes de cartes avec du recto, pardon pas du recto mais en forme carrée, vous voyez un petit peu le style, par exemple le style des illustrations, ça a été magnifiquement fait par Tony, mais aussi travailler pour qu'une personne qui soit daltonienne, eh bien elle puisse complètement arriver à distinguer la différence entre la tulipe rouge et la tulipe verte, et on en est arrivé à une finalité où on a encore rajouté par exemple un petit système pour permettre aux gens de très rapidement arriver à comprendre comment est-ce qu'on montait ou comment est-ce qu'on descendait. Donc vraiment tout le principe du jeu ça a été de rendre le jeu beaucoup plus accessible. On a retravaillé aussi le système 5, 3, 2, 1 pour qu'il y ait un petit peu ce côté où, justement, quand on est sur 5, on a envie de conserver un petit peu cette tulipe-là, on n'a pas envie que les autres jouent. Quand quelqu'un la joue, boum, ça fait descendre un peu plus fort, et puis après un peu moins fort au fur et à mesure. Un peu un système encore une fois, dans cette idée de loi de l'offre et de la demande, ça rajoute, ça a l'air de rien, mais ça rajoute un poil de peps quand on peut faire monter ou descendre, quand on est sur la zone 3 ici, qui est une zone un peu moyenne sur laquelle on se trouve assez facilement dans la partie. Faire remonter à 5, ça c'est hyper intéressant et donc ça crée du différentiel dans le jeu et le différentiel il est intéressant quand on calcule les points en fin de partie.
Et de fil en aiguille, on a peaufiné la boîte de jeu qui est celle que je viens de vous montrer, que je vais remontrer ici un petit peu. On a voulu par exemple mettre des cartes pour essayer de permettre aux gens de comprendre tout de suite que c'est un jeu avec des cartes, autour des tulipes, un côté très coloré. Et aussi, c'est vrai que j'ai oublié de parler du nom du jeu, qui est devenu au final juste Tulipe. J'adore. Et alors en fait, j'avoue que ce qui m'a énormément convaincu, c'est Tony quand il nous a envoyé sa première écriture avec le L pour représenter une tulipe. J'ai adoré. Personnellement, j'étais directement fan. Je trouvais que c'était super beau, hyper propre, hyper minimaliste, mais dans le bon sens du terme. J'étais en mode tulipe. Mais c'est parfait ça, Tulipe. Le nom, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h hein, parfois. Tulipe, pour moi ça sonnait. Mais Tulipe sans E, hein, c'est très important le Tulipe sans E. Sans doute plus international aussi. Et j'étais en mode, ah oui, j'aime beaucoup. C'était bête, hein, mais j'aimais énormément le style graphique dans lequel Tony a travaillé. Et le nom du jeu s'est imposé. Et de Splash, on est devenu Tulip Mania. Et de Tulip Mania, on s'est transformé en Tulipe. Et évidemment, ensuite, on a préparé Cannes, hein, on prépare la sortie, les boîtes, elles arrivent là. Stand 08.12, c'est le moment de vous le rappeler. Vous pourrez croiser sans doute Tony et Alain, que je suis obligé de mettre en avant comme ça. Leur magnifique photo, elle est géniale. C'est des personnes super cool. Vous pourrez me croiser, moi aussi, évidemment. Je serai pas mal présent. Après, vous avez regardé peut-être ma vidéo précédente sur qu'est-ce que j'y fais à Cannes, donc je vais tourner un petit peu. Mais je serai présent, évidemment, un maximum pour passer dire bonjour et voir les gens s'amuser autour du jeu Tulipe. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire sur toute l'histoire de Tulipe? Essentiellement de la rencontre humaine, de l'évolution, comme vous avez pu le voir, hein, autour d'un jeu d'enchères hollandaise, où après on trouve où au fur et à mesure du temps, il a évolué, avec une thématique qui est devenue plus forte, qui a impacté les mécaniques de jeu, avec ce système de crack qui peut et de loop, voilà, ça se dit pas de boucle, et de boucle qui tourne et qui recommence, qui permet de relancer la partie, et un jeu qui est vraiment extrêmement familial, puisque vraiment le principe de votre tour de jeu, c'est vous jouez une carte à votre tour de jeu, ça va faire baisser la valeur de cette carte sur le marché qui est commun, sur la zone du marché qui est commune, donc cette valeur baisse. Ensuite c'est au jour suivant de jouer, vous avez des cartes actions qui vont vous permettre de récupérer des cartes, d'en piquer une à votre adversaire, de jouer, enfin bref, vous avez différentes actions qui vont amener un petit peu de surprise dans le jeu. Et aussi ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de partie, les cartes que vous avez en main, elles vont être intégrées à votre collection de tulipes. Et donc ces cartes là, elles ont aussi un impact, puisque celles que vous allez mettre de votre main en fin de partie, elles vont pas impacter les valeurs du marché. Et ça, c'est un autre twist supplémentaire dans le jeu, puisque ça va vraiment ajouter ce petit côté surprise en mode attention, qu'est-ce qu'il est en train qu'est-ce qu'il garde en main. Vous avez une possibilité d'aller interagir avec la main de l'adversaire, donc ça aussi c'est intéressant. Mais c'est vraiment ce truc de tiens, qu'est-ce qu'il est en train de garder en main, parce que potentiellement ça peut retourner un marché de collection où quelqu'un on a l'impression qu'il a énormément l'avantage parce qu'il a tous les points, mais en 2-3 tours, comme on peut faire baisser la valeur et que c'est quelque chose qui est commun, la valeur des tulipes, mais ça amène vraiment cette interaction entre les joueurs, cette réflexion et ces possibilités de comeback qui sont pour moi très importantes. Autre chose qui est intéressante dans le jeu, c'est ce système de crack, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez provoquer un crack, on approche de la fin de la partie. Fin de partie à 4 cracks. Ça, c'est la première possibilité. Donc, plus vous allez faire baisser, vous allez être obligé de faire baisser la valeur de certaines tulipes, mais plus on va arriver vers une fin de partie. Mais la deuxième possibilité, eh bien, c'est les tulipes noires qui sont extrêmement rares, qui ont une valeur qui, elle, est fixe. Mais surtout que lorsque un joueur jouerait la quatrième tulipe noire, par exemple, dans le jeu, une quatrième tulipe noire, eh bien, il mettrait fin à la partie immédiatement. Donc, c'est une autre manière de mettre fin. Donc, il y a deux choses à un petit peu observer qui sont très visuelles, très facile à lire, hein. Il n'y a pas du tout quelque chose qui est stressant là-dedans, mais ça permet un petit peu aussi de pouvoir se regarder en mode ah tiens, il y a déjà 2 tulipes noires, il y a eu 3 cracks, est-ce qu'on va plutôt faire un crack? Ah ben je vais vite jouer une tulipe noire parce que ça vaut des bons points, ils sont fixes, en attendant le prochain crack. Ça va vous amener des vrais choix par rapport aux cartes que vous aurez en main. Vous allez vraiment devoir prendre une décision en mode tiens, je joue cette carte là, mais toute carte que vous jouez, c'est une carte qui entre dans votre collection avec ce système inversé. Toute carte que vous gardez en main, c'est des points de victoire en fin de partie, mais vous savez pas trop combien ils vont vous rapporter. Points de victoire qui s'appellent des florins dans le jeu, hein, puisqu'on a essayé de rester thématique, mais essentiellement c'est des points que vous allez calculer. Points qui se calculent très facilement, et ça je trouve aussi que c'est très chouette dans le jeu, la manière dont on est arrivé au final à ça, hein, qui est qu'à la fin de la partie vous vous retrouvez avec votre parterre de tulipes.
Vous avez votre parterre de tulipes, et puis après il suffit plus que de compter. Vous avez 3 tulipes bleues qui valent 2 chacune, et bien ça fait 6 points. Vous avez 1 point pour les cartes actions, vous avez des points pour les tulipes noires, vous avez par exemple là 5 points x 2 pour les tulipes jaunes que vous avez réussi à jouer, 0 points pour les tulipes vertes, il fallait la rejouer avant que, parce qu'il y a eu un crack précédemment sans doute, et ce crack, eh bien vous l'avez laissé passer, vous n'avez pas rejoué une tulipe verte pour relancer l'offre et la demande, et relancer du coup leur valeur sur le marché, et voilà, vous comptez vos points, ça vous fait un score total, par exemple ici 26 florins à la fin de la partie. Au final, quasi en 30 minutes de vidéo, c'est dur de reparcourir un petit peu toute son histoire, énormément de changements, de peaufinage, une aventure humaine qui est géniale, et on arrive bientôt sur la fin de cette vidéo. C'est l'occasion pour moi de vraiment vous souplier très gentiment, hein, mais de soutenir ce genre de jeu. Si ça peut vous intéresser, vous avez plein de manières de soutenir le jeu. La première, eh bien, ce sera évidemment la plus intéressante pour nous, ce sera d'aller l'acheter, parce que quand je fais un jeu de société, j'ai toujours la volonté qu'il soit partagé un maximum, c'est-à-dire qu'il soit joué. Mais il y a aussi une deuxième possibilité qui, elle, est gratuite, qui va vous prendre un tout petit peu de temps, et pas très longtemps, c'est par exemple commenter cette vidéo, la liker ou la partager. Ou la partager tout ce qui va être le côté réseaux sociaux, mais aussi simplement la partager oralement. Ah tiens, t'as entendu parler du jeu Tulipe, allez en parler à vos boutiques, parce que on va beaucoup compter sur l'implantation en boutique, on va espérer avoir notre chance d'exister. Cette chance d'exister, eh bien, elle va dépendre aussi du succès que le jeu, du bouche à oreille qu'il aura. Donc ce bouche à oreille, il est vraiment impactant, il est vraiment important dans ce genre de jeu. On n'a pas obligatoirement une force de frappe énorme comme une énorme maison d'édition avec un énorme distributeur. Même si on a vraiment tout qui est mis en place pour essayer que ce jeu se fasse connaître, hein. Mais ça dépend beaucoup du bouche à oreille et de ce genre de choses, donc vraiment n'hésitez pas à parler du jeu autour de vous. J'espère peut-être vous avoir convaincu de vous y intéresser, et il n'y a rien à faire, la meilleure manière de découvrir un jeu, c'est d'y jouer. Sachez que peut-être un mode BGA serait en cours de construction, mais je ne vous ai rien dit. En tout cas, l'idée c'est de vous faire jouer à ce jeu, donc venez le découvrir à Cannes, renseignez-vous dessus, vous pouvez même télécharger les règles en ligne sur le site des Tontons Joueurs. N'hésitez pas non plus à me contacter en message privé si vous voulez qu'on parle du jeu, avec grand plaisir. Et puis sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter de remporter de nombreux florins à la fin de vos parties de Tulipe. Bisous, bye bye.